Bienvenue à tous à cet atelier témoignage, l'entrepreneuriat collectif au service de la transition socio-écologique. Je m'appelle Olga, je suis agente de communication au pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Je voudrais juste vous aviser que cet atelier visioconférence est enregistré juste pour qu'on puisse le diffuser à un plus grand nombre de personnes par la suite. Et donc, c'est organisé dans le cadre de la Semaine de l'entrepreneuriat à travers le Québec. Et donc, c'est l'occasion de parler d'entrepreneuriat collectif, aussi appelé économie sociale, et donc de parler de cette façon d'entreprendre au bénéfice de la société. Donc, merci au Cégep Édouard Montpetit d'avoir consacré une journée complète à l'économie sociale dans le cadre de leur semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et donc, en guise de rappel, le modèle de l'économie sociale existe lorsqu'un groupe de personnes se rassemble pour mettre en place une solution qui permet de répondre à un besoin réel ressenti par une communauté. Donc, bien sûr, comme toute entreprise, il y a un volet économique via la vente de produits ou de services ou de certains biens, mais ce modèle se distingue par son côté social fort parce que l'entreprise prône une gestion démocratique de ses orientations. Donc, entre autres, les décisions sont à prendre quant au réinvestissement des surplus générés, parce que dans l'entreprise collective, la richesse est distribuée et non pas des actionnaires, mais dans les projets qui sont en lien avec la mission et la vocation de l'entreprise. Donc, on voit que le modèle de l'entrepreneuriat collectif, ça se dit mal, est présent dans tous les secteurs d'activité, donc alimentaire, médiatique, santé, services à la personne, agriculture, environnement. Et donc, d'ailleurs, ce soir, vous allez rencontrer Patrick Piché, qui est le cofondateur d'une jeune entreprise de l'agglomération et qui œuvre dans la transition socio-écologique, donc à sa façon, en ayant choisi l'économie sociale pour ce faire. Donc, sans plus tarder et pour éviter d'en dire trop, je laisse la parole à vous, M. Piché. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les écrire dans le chat ou à lever la main. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Olga, pour la présentation. Effectivement, là, tout le monde, vous êtes bienvenus d'intervenir quand vous voulez. On est un petit groupe, alors c'est le fun quand on peut rendre ça informel aussi. Donc, de façon spontanée, vous pouvez m'arrêter à tout moment dans le cadre de la présentation. Généralement, ça va être une vingtaine de minutes, la présentation. Puis, tout en images, comme ça, on peut arrêter à tout moment, poser vos questions. Puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais j'aurais aimé ça souvent, j'aime ça sonder, voir c'est qui est dans l'auditoire. Peut-être dans le chat là, ou quand vous voulez, là, on pourra. J'aimerais savoir si vous êtes des étudiants ou si vous êtes dans quel domaine. Ça me permet après ça de raffiner le contenu de ma présentation pour l'adapter aussi à vos besoins. Donc, oui, Patrick Piché, je suis le cofondateur du Centre de valorisation du bois urbain. Ça fait maintenant 5 ans que l'entreprise existe. On s'est fondé justement dans le cadre de dans le mois de novembre, donc dans le mois de l'économie sociale. Donc, déjà 5 ans que le projet existe. Alors, oups, comment ça? Je vais juste. Est-ce que vous. Pour une raison ou pour une autre, je ne suis pas capable de descendre les slides, à moins que. On l'avait tantôt, hein, par exemple, le gars. Ben oui. Peut-être. Ah oui, je l'ai, c'est parce que je n'avais pas activé, je n'avais pas cliqué sur l'écran. Alors, on y va. Donc, le centre de valorisation, bien, voilà, donc vous le voyez. Donc, le centre, c'est une entreprise d'économie sociale, comme je disais, comme Olga a parlé au tout début. Donc, on reprend tous les principes de l'économie sociale avec une gestion participative démocratique. On redistribue les bénéfices. Donc, l'entreprise d'économie sociale a cette particularité-là d'être une entreprise, donc comme une autre, comme n'importe quelle autre entreprise, qui a une vocation sociale, environnementale, économique, mais qui redistribue ses profits, ses bénéfices dans sa mission sociale. Puis c'est ça qui le permet de générer, financer sa mission sociale puis d'avancer. Alors, donc, comme j'expliquais, moi, peut-être qu'un petit mot sur moi, j'ai gradué de l'école en administration au HEC. J'ai fait aussi une maîtrise ou un diplôme supérieur en communication marketing et j'ai œuvré pendant plusieurs années en développement des entreprises d'économie sociale. Donc, je suis de près avec les entreprises. Je suis une personne qui est excessivement proche des entreprises d'économie sociale dans leur développement. Alors, donc, j'ai aidé plusieurs entreprises à se fonder, mais je ne suis pas moi-même, je ne suis pas un ingénieur forestier, je ne suis pas une personne de l'industrie forestière. Je suis un simple citoyen qui a vu devant
devant les dommages que causait ce petit insecte qui est la grille du frêne. Cet insecte-là, quand il se nidifie dans un arbre, en dedans de 3 ans, l'arbre meurt et on en fait bien peu de choses. Et c'est cet insecte, comme vous l'avez sans doute vu dans votre environnement, les arbres, les frênes se dissément meurent à une rapidité incroyable, au point tel là, que c'est des dizaines de milliers d'arbres là, qui sont abattus chaque année. Alors, ce petit insecte venu de conteneurs venus d'Asie s'est propagé tranquillement, mais sûrement à travers le Québec, le sud des États-Unis, partout, finalement, tout au Canada, elle est partout. Et ça l'a contribué justement à abattre ces arbres-là. Et c'est ça que j'allais dire, c'est que, en fait, tout le bois, quand le bois est mort, évidemment, les gens trouvent comme seul moyen de valorisation de le mettre en bois de chauffage. Donc, c'est justement à cause du bois de chauffage que ça propage l'insecte un peu partout sur les différents territoires. Donc, euh, donc moi, en tant que citoyen, de Saint-Bruno, je voyais tous les arbres qui étaient pour mourir de cette façon-là. Voyez-vous les traits rouges, là, ça veut dire que ces arbres-là vont être abattus. Et on voit que ces arbres-là pourraient finir en bois de chauffage, alors qu'ils ont une valeur absolument incroyable. Le frêne, c'est un des arbres les plus durs que l'on a ici au Québec, donc en termes de dureté. Et ça a beaucoup plus d'avantages que de faire simplement du bois de chauffage et de le déchiqueter et le mettre en copeaux. Alors, on se disait, il y avait moi-même comme citoyen et payeur de taxes, je voyais même arriver dans nos comptes de taxes ou dans des taxes spéciales pour faire face à à l'impact de la grille du frêne. C'est juste ma localité à Saint-Bruno, là, si je me dis de mémoire, là, c'était 5 millions de dollars que ça coûtait. Puis ça, c'est juste pour Saint-Bruno. Fait qu'imaginons-nous non, c'est 2,5 millions, pardon, pour Saint-Bruno. Et imaginons-nous le même montant d'argent pour tout le Québec. C'est des sommes absolument extraordinaires. Alors, on voyait, c'est des paysages qu'on pouvait voir là, il y a déjà quelques années. Là, on en voit encore, mais un peu moins parce que la quantité de frênes diminue. Donc, c'est des paysages qu'on pouvait être habitué de voir, donc tous ces arbres-là abattus. Et ça, c'est une image justement qui date d'environ 5 ans avant qu'on commence à faire de la valorisation. Vous voyez, les villes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient ce bois-là et l'envoyaient dans un site de façon pêle-mêle, de cette façon-là, et faisaient venir ce qu'on appelle un broyeur, parce qu'eux ne voulaient pas l'envoyer en bois de chauffage, là, donc ils le faisaient pour essayer de faire un traitement phytosanitaire, éviter que l'insecte se propage, et faisaient venir un broyeur, donc ça à grands frais, puis après ça, ils prenaient les copeaux. Dans le meilleur des cas, il l'utilisait pour la combustion ou dans bien souvent, il l'enfouissait ou peut l'utiliser comme du paillis. Donc, très peu de valorisation qui était possible alors qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel. Vous voyez dans le milieu, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, mais il y a un fût ici, là, une tige là, qui est absolument extraordinaire. Là. Ça, ce bois-là, à l'intérieur de ça, là, c'est une mine d'or qu'il faut généralement. Donc, c'est vraiment une tristesse de voir cet arbre-là être déchiqueté. C'est d'autant plus triste parce que, ben, comme vous le savez, les arbres ne sont pas juste beaux. Hein. Les arbres ben, améliorent vraiment beaucoup notre qualité de vie en tant que citoyen dans les villes. D'abord, ils couvrent, ils contre les îlots de chaleur, hein, ils portent un ombrage. Ils font aussi une séquestration de carbone, c'est-à-dire qu'ils prennent le carbone dans l'air et le transforment en oxygène, donc purifient l'air, met les carbones à l'état solide. Donc, quand on parle beaucoup de l'arbre comme un outil pour combattre ou pour s'adapter au changement climatique, en voilà un bon exemple. Et en plus, ce qu'on ne voit pas, c'est les racines, mais les racines aident beaucoup à la structure des sols pour éviter les érosions et autres. Donc, quand on abat un arbre en milieu urbain, c'est tous ces services environnementaux-là qui partent du même coup. Alors, et bon, évidemment, tous les problèmes qui viennent avec, les îlots de chaleur et compagnie. Donc, en tant que citoyen, il fallait nécessairement faire quelque chose. Ce que vous voyez là, c'est un peu des dérivés justement de ce qu'on pouvait faire avec le bois. C'est ça, c'est une papetière, donc la papetière vers laquelle on envoyait le bois pour faire un peu de valorisation. On pouvait le mettre en copeaux, un peu comme je vous expliquais,
soit pour le brûler ou encore pour le mettre comme du paillis pour l'horticulture. Et le bois de chauffage que je vous expliquais, qui est un des vecteurs de propagation de la grille du frêne et tout autre insecte et maladie. Alors, où est-ce que le parcours commence? Et justement, donc, je vous expliquais que j'étais citoyen. Puis là, je me disais, écoute, bon, c'est quoi mes compétences? Je regardais, bon, ben, je suis bon en communication, je suis en développement des entreprises, j'ai un réseau. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire autre que ce qu'on faisait déjà, soit copeaux, pâte à papier et combustion. Alors qu'à ce moment-là, tout le monde me disait, Patrick, il n'y a absolument rien à faire avec le bois. La seule voie qui est possible, c'est de l'envoyer en bois de chauffage ou en copeaux ou, dans le meilleur des cas, en pâte à papier. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à rassembler des données. Donc, puis là, je dis j'ai, mais c'est aussi avec un conseil d'administration que je vous parlerai peut-être un peu plus tard aussi. Un conseil d'administration qui est multidisciplinaire justement pour m'aider à investiguer différentes pistes. Et une des premières éléments qu'on a fait, c'est justement de faire une étude. En regroupant des informations qui étaient quantitatives et qualitatives qui existaient sur le territoire. Puis on s'est rendu compte que sur Longueuil seulement, c'était près d'un arbre sur 5 qui était des frênes. Donc, 20 Imaginons-nous, là, tous les frênes de Longueuil, là, tous les arbres de Longueuil, on en enlève 1 sur 5, ça, c'est un frêne. Fait qu'imaginez les îlots de chaleur que je vous expliquais un petit peu tantôt. Puis on faisait peu de choses avec ça. Et là, pour le plaisir, je me suis dit, et si on prenait tous ces arbres-là qui étaient à abattre et qu'on décidait d'en faire des planches au lieu de le brûler, jusqu'à où qu'on pourrait se rendre en faisant un trottoir de planches de 1 pied par 1 pied? Alors, j'ai fait l'exercice pour le plaisir et vous voyez le rocher percé. Donc, c'était comme si on partait de Longueuil et on se faisait un trottoir jusqu'au rocher percé et on revenait. Donc, la distance, la quantité de bois qui était sous forme d'arbres, en arbre qu'on a broyé à chaque année, je disais, il faut faire autre chose. Donc, bon, évidemment, on va s'entendre, là, tout le bois, ce n'est pas tout le temps du bois qui va faire du bois de sciage pour faire des beaux planchers de bois franc, comme on va voir plus tard, mais c'est vraiment de bois de tout genre là, pour essayer de comprendre là, devant quoi qu'on se présentait. Alors, évidemment, c'est un chiffre là, qui marque l'imaginaire. Et c'est là qu'on a dit, hey, il faut faire nécessairement autre chose que ce qui est actuellement réalisé. Ça, c'est les pratiques avant la valorisation. Vous voyez, ça, c'est un arboriculteur qui a pris l'arbre, puis pour être capable de le déplacer, a décidé de le mettre en 16 pouces, donc à peu près 1 pied à 16 pouces. Pourquoi faire? Pour éventuellement le fendre et faire du bois de chauffage avec. Qu'est-ce qui va arriver avec le bois de chauffage? L'insecte va terminer son cycle puis va infecter une autre région, comme je l'expliquais tantôt. À moins qu'il soit brûlé sur place. S'il est brûlé sur place, c'est tout à fait correct. Alors, donc, vous voyez ici les pratiques. Puis là, on se disait, non, il faut vraiment arriver à trouver d'autres façons que de le couper en 16 pouces. Parce qu'une fois que c'est dans cette dimension-là, il n'y a malheureusement plus rien à faire. Il faut absolument le broyer ou encore une fois, comme vous voyez le bois de chauffage, il n'y a pas de valorisation possible. Alors, c'est là qu'on a dit, bon, bien finalement, on a fait une première ébauche, on a fait beaucoup vous avez vu des statistiques, on a pris de l'information, puis on a essayé de voir à expérimenter des nouveaux procédés, alors que tout le monde nous disait, comme je vous disais, que ça ne fonctionnera pas à cause de 10 000 raisons. On a décidé, nous, non, on va faire quelque chose de différent et on va essayer des choses. Puis ça, d'ailleurs, je pense qu'on pourra en parler tantôt, là, mais des occasions, du financement pour se faire aider dans le développement, le démarrage de ces projets-là, de faire l'expérimentation, de faire. Ça existe, puis il y en a un peu partout. Puis le pôle a aussi justement un beau programme là, que je vous invite à regarder par la suite. Donc, on a fait une zone d'expérimentation. Je vous défile ça rapidement. On a commencé à essayer de justement valoriser le plus possible chacun des arbres. Au lieu de le mettre en 16 pouces, comme vous avez vu tantôt, on prenait les mesures, on mesurait chacun des arbres que l'on avait abattus.
On a abattu 50 arbres pour faire notre expérimentation. Puis, on a appliqué des techniques de façonnage justement pour être capable de l'envoyer dans une filière de valorisation possible. Donc, vous voyez, là, c'est une de nos récoltes un certain jour. Vous voyez, ça, tout ça aurait pu aller en bois de chauffage ou en copeaux. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on l'a amené dans une zone, un écoparc, un écocentre que la ville de Saint-Bruno nous a prêté pour faire l'expérimentation. Et on a fait ce qu'on appelle une scierie mobile. Bon, évidemment, ce n'est pas de grosse scierie industrielle, mais nous, ce que l'on voulait faire, c'est de voir la qualité du bois, de voir est-ce qu'on rencontre des clous, est-ce que le bois il est propre à faire des choses. Donc, on a mesuré tous les bios, puis on a mesuré le rendement de chacun des bios pour voir la qualité et la quantité. Et on a poursuivi le cycle de. On s'est dit, bon, bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire avec le bois une fois qu'on a des planches? Il y avait différents volets qu'on peut. Il y a des gens qui peuvent faire l'ébénisterie avec ça, on peut faire des bancs de parc. Il y a une entreprise d'économie sociale qui est comme ça, justement, qui s'appelle Bois Public à Montréal, qui fait beaucoup de bancs et des projets avec la ville de Montréal. Mais on peut faire toutes sortes de projets. On a fait des gymnases je vous montrerai tantôt, là. Donc, ça, c'est vraiment notre premier esquisse. Là, on a pris le bois de l'arbre, de ces arbres-là, puis on a dit, gars, on va faire des planches avec. Puis voici les premières planches qu'on a faites. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Bon, évidemment, on voit des nœuds, il y en a un peu partout. Est-ce que c'est bien? Bon, on a vraiment, avec le temps, les essais-erreurs, on a raffiné nos pratiques, puis je vais vous montrer un peu le résultat final. Bon, vous en voyez un actuellement. C'est qu'on a passé de la série mobile à une série industrielle. Donc, on a fait, on a commencé à faire des partenariats justement avec au lieu de tout le temps nous-mêmes faire le sciage à coup de petits volumes, on a décidé d'attendre d'avoir plus de volume de bois, puis d'avoir un volume qui serait suffisamment intéressant pour intéresser d'autres partenaires. Donc, d'autres entreprises qui sont dans l'industrie de la transformation du bois. Puis ces gens-là, bien évidemment, ils ont vu un volume de bois, mais ils ont aussi partagé avec nous la mission de notre organisme, puis donc voulaient nous supporter. Donc, ça, c'est des exemples de plancher. Ça, vous voyez, le plancher que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le grade authentique. Donc, vous voyez beaucoup de nœuds. Donc, évidemment, c'est souvent un grade qui est moins cher, mais vous avez aussi le grade qui n'est pas de nœuds. Donc, quand je vous parlais de raffiner nos pratiques, c'est justement, on essaie de voir comment on peut séparer les choses pour être capable d'avoir un rendu plus intéressant et plus agréable à l'œil. Donc, ça, c'est des différentes installations que l'on a. Là, on a commencé à être un peu plus techno. Là, on commence à mettre on a commencé à mettre nos réalisations sur Instagram récemment, là. Alors, autre que le plancher de bois franc, on peut aussi faire des projets de casier scolaire. Ça, ce n'est pas notre casier scolaire, mais on a des projets en développement avec les commissions scolaires, les écoles. On peut également faire des gymnases. On a réalisé, ce n'est pas notre gymnase encore une fois, mais on a réalisé cet été les gymnases scolaires de 2 écoles primaires à Brossard et à Longueuil. Et on a, avec le bois pour faire des produits d'ébénisterie, on a réalisé, ça c'est un autre projet, ce n'est pas notre projet encore une fois, mais c'est pour vous exprimer qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on a fait à peu près similaire à l'intérieur du siège social de la commission scolaire Marie-Victorin, où est-ce qu'il y a des lattes, où toute l'entrée du siège social de la commission scolaire, du centre de service scolaire, est maintenant a du bois ou est en train d'avoir du bois d'apparence pour présenter les produits. Donc ça, on est encore une fois dans la tête que l'on avait au début des bûches de bois, puis qu'on mettait des copeaux à des projets structurants, des projets d'apparence, puis c'est aussi des projets qui ramènent le bois dans nos communautés pour sensibiliser à l'importance de notre bois, puis de l'importance de la matière que l'on a sur nos territoires pour valoriser localement en économie circulaire, donc plus pour l'environnement aussi. Donc, tantôt, je vous expliquais, donc ça, c'est différents produits qu'on a fait. Qu'est-ce que c'est, pourquoi que je parle ici de séquestration de carbone? C'est que tantôt, je vous expliquais que l'arbre, dans ses fonctions, quand il prend le carbone dans l'atmosphère, et évidemment, le séquestre, il le transforme en bois. Le bois,
c'est essentiellement du carbone. Et quand on évite de le brûler ou qu'on évite de le brûler, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on séquestre les carbones, c'est qu'on s'assure que le carbone du bois reste dans le bois. Donc, on a fait des calculs, puis juste pour Longueuil, on est en mesure de sauver l'équivalent de 800 voitures qui roulent 20 000 km par année. Donc, c'est juste pour vous donner une ordre de grandeur de qu'est-ce qui est important. L'autre chose qui est une des missions de notre organisation, puis j'ai vraiment passé, je pense que je n'en ai pas vraiment parlé de ce qu'est notre mission d'organisation, là, mais il y a parmi nos objectifs d'organisation le traitement phytosanitaire. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on prend en charge une bille de bois, on s'assure d'un traitement phytosanitaire pour s'assurer que le bois ne pourra pas être un vecteur de propagation d'insectes ou de maladies dans d'autres. C'est pour ça qu'on travaille avec des industries qui s'assurent d'une disposition des résidus de bois à la fin, parce que pour éviter justement là, de propagation d'insectes. Et là, ce que vous voyez là, c'est évidemment, vous l'avez reconnu, ce n'est pas Nagril, ça s'appelle un longicorne asiatique. Puis le longicorne asiatique, c'est le petit nouveau qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, mais qui est une menace réelle parce que même s'il n'est pas aussi virulent, si on veut, que la grille du frêne, aussi dévastateur rapidement, il reste que le longicorne asiatique, c'est un arbre, c'est un insecte qui s'attaque aux érables. Imaginons-nous si les frênes représentaient 20 de nos arbres qui vont partir ou en grande partie vont partir, qu'on avait un autre insecte qui venait s'attaquer aux arbres, comme à nos érables. Ce n'est pas juste, encore une fois, la canopée puis tout ça, qu'est-ce que je vous expliquais, mais c'est aussi, c'est notre sirop d'érable, c'est notre emblème national, c'est bon. C'est important. C'est important de prendre soin, justement, de faire une bonne disposition, puis de changer les pratiques, justement, quand on vient à manipuler le bois, donc faire de la sensibilisation. Alors, évidemment, donc, parmi nos missions, bien, vous avez compris qu'on essaie de prendre le bois. Ça, le premier objectif, c'est de valoriser le bois dans la meilleure filière de valorisation possible. Quand on est capable de faire du plancher, on est vraiment content. Quand on est capable de faire des projets d'ébénisterie que vous avez vu tantôt, on en est très fiers. Mais des fois, on est obligé de faire de la pâte à papier. Puis des fois, on est obligé de faire du copeau parce que le bois, il est tout simplement pas propre à faire rien d'autre. Alors, on l'envoie dans la meilleure filière, comme j'expliquais, en faisant un traitement phytosanitaire. Maintenant, on aide aussi donc les villes à faire une meilleure gestion justement de la forêt urbaine. Puis justement, quand le propre de tous les revenus, les bénéfices générés par les ventes de nos produits et services, évidemment, financent notre mission sociale puis notre développement, bien entendu. Mais lorsqu'il y a des surplus, mais on contribue à retourner des arbres dans la communauté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, on boucle la boucle finalement. C'est qu'on prend l'arbre qui est mourant, on le transforme, puis avec les revenus, bien, on rachète des arbres. Bon, c'est évidemment, dans un démarrage d'entreprise, vous comprendrez qu'il y a plusieurs éléments que s'assurer que tout fonctionne, mais on est rendu déjà à 5 ans, puis on peut déjà envisager bientôt de voir un certain retour des arbres dans les communautés. On en est très fiers parce que aujourd'hui, si on a valorisé la ville de Longueuil, aujourd'hui, maintenant, on valorise le bois de la ville de Montréal et on a des visées pour continuer à faire la valorisation du bois dans les autres villes de la grande région métropolitaine de Montréal. Alors, c'est parti. Donc, déjà, depuis quelques années, on a commencé à faire de la valorisation. Et comme je vous expliquais, on est en développement, puis on sent qu'il y a vraiment que cette petite idée-là, il y a 5 ans, a fait en sorte que ça l'a évolué grandement, puis que plus qu'on en a parlé, plus qu'on a eu d'appui, plus que de monde se sont joints à nous pour justement nous supporter dans ce grand projet-là. Plus de villes nous supportent. Donc, c'est vraiment, on est vraiment très fiers. Puis peut-être un autre élément qu'on est très fiers, puis là, je le présente pas seulement pour
C'est vrai qu'on en est fiers. On a remporté justement le premier prix national du défi Ose entreprendre. Donc je l'encourage aussi tous les gens, là, des cégeps, du monde du cégep, là, de justement déposer lorsque ça, je pense que ça va revenir bientôt, là, justement, le défi Ose entreprendre pour présenter vos projets qui ont pour être capable justement de gravir les échelons. Puis nous, évidemment, on s'est rendu jusqu'au bout, puis on a remporté le premier prix. Alors, moi, pourquoi je voulais présenter cette diapositive-là, c'est que simplement pour vous démontrer qu'à partir d'une idée, on est capable, quand on est bien entouré d'un conseil d'administration, quand on en parle, quand on est rempli quand on veut véritablement, vraiment quelque chose de très, très fort, puis qu'on a des bonnes intentions, puis on en parle, inévitablement, les gens vont venir vous parler, vont venir vous donner des indices, vont vous donner des visions, puis tout ça, quand on est capable de toutes les regrouper ensemble, puis puis y croire vraiment très fort, mais le succès va arriver. Puis dans ce cas-là, nous, on est vraiment très, très, très heureux d'avoir remporté ce prix-là. Alors ici, c'est ma diapositive finale là, qui est simplement pour présenter là, les partenaires, pour les remercier. Là, donc, je parlais du monde du conseil d'administration qui est extraordinaire parce que ça aussi, c'est important quand on part en affaires, c'est d'être en mesure de bien s'entourer. Alors, Richard, on a des gens d'entreprise, on a des gens de l'industrie forestière qui ont des ex de l'entreprise forestière, on a des architectes, des ingénieurs forestiers, des gestionnaires de projets, puis moi-même en développement économique. Alors, voilà, donc ça fait le tour de la présentation. Puis je pense que je vais ouvrir aux questions parce que j'aurais vraiment le goût de vous entendre puis de répondre à vos questions. Puis on pourra parler plus de l'entrepreneuriat si vous voulez, puis vous poser des questions à peu importe le moment du projet qui vous tentera. Alors, on ouvre les micros pour ceux qui voudraient. Ah, peut-être on peut-tu voir le chat, c'est ça aussi, hein, Olga, j'imagine? S'il y a des questions. Oui, donc dans le chat, il y a Gabriel qui dit félicitations pour ce beau projet. Gabriel Labbé qui te félicite, Patrick. Merci, Gabriel. Oui, donc on a des mains levées aussi. Je vous inviterais à tout simplement, en fait, ouvrir votre micro et partir. Là, on n'est pas non plus un très gros groupe, donc je pense que ça se ferait bien de juste poser vos questions directement. Ah, d'accord, merci. Moi, ma question, c'était, est-ce que vous êtes à l'affût de justement les nouvelles en ce qui concerne, par exemple, le contrôle des maladies de ces insectes? Qu'est-ce qui arriverait si tout d'un coup, on trouverait un remède contre les arbres? Est-ce que vous avez envisagé ce que vous feriez dans ce cas-là? Oui, en fait, en fait, on serait des plus favorables là, justement à toute guérison, nous, en fait, quand on développe, comme tout organisme, là, on est d'une mission sociale, d'une mission, et quand la mission n'est plus nécessaire, l'organisme peut fermer. Elle a réalisé sa mission. Cependant, on trouve toujours des façons de développer la mission, mais pour répondre vraiment à la question, l'idée, c'est que nous, on se réjouit s'il y a des remèdes ou s'il y a des façons de contrer tout ça. Mais en attendant, devant ce à quoi on assiste, on se disait qu'il fallait nécessairement faire quelque chose. Puis on se disait qu'il fallait faire quelque chose, même s'il était trop tard pour la grille du frein, de se donner des mécanismes qui fonctionnent réellement de gestion, de contrôle phytosanitaire de la matière ligneuse. Donc, un jour qu'il y aurait le longicorne asiatique et les villes pourraient dire qu'est-ce qu'on pourrait faire au lieu de s'organiser toute seule là, à essayer de gérer la problématique. Ils savent qu'on a déjà expérimenté différentes solutions. Puis comme nous, on est déjà en réseau avec plusieurs entreprises dans le milieu, on est en mesure de s'assurer que un peu comme la COVID, finalement, là,
c'est de confiner le bois. Donc nous, là, c'est vraiment, on n'est pas des... On souhaite plus que tout qu'un maximum d'arbres restent debout pour la suite. Mais nous, on serait bien heureux même de contribuer au remède, là. Actuellement, ce n'est pas le cas, là. Puis la pression à cause des changements climatiques, on a vraiment peu. Je ne sais pas s'il y a du monde de toute la région, probablement, là, mais cette année, il y a eu ce qu'on appelle la spongieuse. C'était des papillons, des chenilles qui mangeaient les feuilles des arbres. Et ça, les arbres vont s'en remettre si c'est contenu pendant une année. Mais si c'est contenu pendant 2-3 années, les arbres pourraient ne pas s'en remettre. Donc, voyez-vous, puis là, bien évidemment, la spongieuse va encore une fois s'accrocher après les arbres. On va l'abattre. Donc, on essaie de trouver des processus pour éviter que d'autres infestations de tout genre puissent arriver. Est-ce que ça répond à la question? Oui, 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 merci, ça répond très bien. parfait, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient des questions? Sinon, moi, j'en ai une Pas. question aussi. Gênez-vous pas. Ben, si je peux me permettre, Patrick, Oui. est-ce que, parce que là, le Centre de valorisation du bois urbain, c'est parti d'une entreprise d'économie sociale, est-ce qu'il y a eu quand même des défis que ce genre d'entreprise, s'incorporer puis partir d'une entreprise d'économie sociale a amené? Ou est-ce qu'au contraire, il y avait des bénéfices à partir en économie sociale? Pourquoi vraiment l'entrepreneuriat collectif pour... C'est une super bonne question. En fait, pourquoi on a pensé l'entrepreneuriat collectif? D'abord parce que j'y étais depuis de nombreuses années, c'est certain, mais c'est évident que le modèle qu'on a choisi, il amenait beaucoup de bénéfices, justement parce que c'était un moment où est-ce que tout le monde, je vous disais au début, là, qu'il n'y avait rien à faire avec le bois, il n'y avait aucune valorisation possible. Alors, le risque était grand. Le risque de se planter était grand. Alors, donc, il fallait se permettre de l'essayer. Donc, c'est un grand risque, mais c'est un risque qu'on prend collectivement. Des entreprises privées n'auraient jamais été là-dedans à faire ce que l'on a fait parce que ça prend beaucoup trop de temps, puis pour être capable d'aller générer des bénéfices suffisamment nécessaires et alléchants pour justement vouloir que ça l'intéresse. C'est pas que puis en même temps, pourquoi qu'on a choisi ce modèle-là? C'est parce que vraiment, la finalité première de l'organisation n'était pas forcément de faire de l'argent, mais c'était de régler un problème ou d'éviter qu'il y en ait d'autres problèmes avec ça, puis de mettre en place des mécanismes et des processus. Puis on s'est dit que le modèle de l'économie sociale, puisque c'est un modèle aussi qui est ouvert, qui invite tout le monde, qui partage la même vision à devenir membre, à s'impliquer, on se disait que ça pouvait juste être positif là, que de prendre ce modèle-là. Évidemment, moi, je mets beaucoup d'énergie et d'efforts. Est-ce que ça m'enrichit? Est-ce que je vais devenir millionnaire de ça? Absolument pas. Mais je sais par contre que je travaille dans ce qui m'anime, dans ce qui me stimule. Puis je sais qu'à chaque fois que je me lève le matin, c'est pour faire une bonne action. Puis ça, je vous dirais là, que c'est extraordinaire comme puissance parce que quand on travaille, un peu comme j'expliquais, quand on travaille dans un sens, il y a vraiment beaucoup de monde qui nous supporte, qui nous donne, on génère du positif. Fait que quand on génère du positif, ben, c'est toujours agréable. Mais oui, il y a des défis, comme n'importe quelle entreprise, être capable d'intéresser des industriels à transformer le bois, d'avoir pu présenter les produits de convaincre les villes, des fois, de pouvoir faire de la valorisation, de convaincre des clients d'acheter le plancher de bois franc. Je vous dirais que c'est beaucoup de défis, mais c'est des défis d'entreprise que n'importe quelle autre entreprise a. Puis ce qui est le fun dans tout ça, c'est qu'on le fait pour le collectif. On le fait pour replanter des arbres, on le fait pour que notre planète soit meilleure, en fait, en bout de ligne. Puis moi, depuis
depuis toujours, en fait, depuis que j'ai découvert Gandhi, là, il a dit un mot qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Puis moi, ça m'a toujours animé. C'est comme une citation qui m'a animé depuis plusieurs années, là. Puis je me dis que quand je travaille à développer ce type de projet-là, mais je me dis que je suis en train de faire ce que je vois. Donc, avec le conseil d'administration, avec pour justement de faire un monde meilleur. Parce qu'on est c'est sûr qu'on est toujours dans le patchage, si on veut. Là, on vient prendre un arbre qui est déjà mort pour le valoriser, mais c'est au-delà de ça. C'est vraiment de mettre en place des pratiques pour éviter que ça se reproduise. Fait que on est vraiment dans le positif. Puis la formule de l'économie sociale était vraiment tout indiquée pour faire ça. Oh, c'est vraiment très inspirant, bravo. Bien, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Gênez-vous pas là dans le chat, sinon c'est correct aussi. Bon, ben sinon... Oui, mais il y a une question de Guillaume. Ah. Guillaume me dit « J'aimerais savoir où est venue votre inspiration d'aborder votre projet d'entreprise sur ce thème. » Mais c'est ça, la première chose, c'est de voir que moi-même, sur mon terrain, j'avais un frein que je devais faire abattre, puis je me questionnais sur où est-ce que ça s'en va. Puis, bien évidemment, j'ai découvert, puis là, j'ai fait des recherches, puis c'est de voir qu'on faisait vraiment rien, puis que non seulement on faisait rien, c'est que on faisait, tu sais, on était devant ça, puis on faisait, puis on n'était pas pour changer nos pratiques. Je me dis, Caroline, on a une crise là, sanitaire, là, on a une crise phytosanitaire avec le bois, mais je dis, il faut vraiment arriver à faire quelque chose qui est constructif de ça. Puis là, c'est mon côté peut-être entrepreneur et mon côté social beaucoup qui m'a dirigé vers ça. Là, mais c'est vraiment important parce que il faut être en mesure de s'entourer, poser des questions, en parler. Puis je vous dis, là, puis je suis certain là, que beaucoup de personnes qui sont ici ce soir ont déjà des idées qui voudraient régler un problème. Et puis, je vous encourage vraiment à documenter, aller chercher justement de l'aide avec le BIEC. Peut-être que tu pourras en parler tantôt, Olga. Il y a vraiment beaucoup d'aide pour l'économie sociale qui est là pour vous accompagner dans le développement de votre projet. Si vous voulez, vous pouvez toujours m'écrire, puis on pourra se reparler de ce projet-là. Alors, voilà. Donc, c'est vraiment là l'inspiration, mais sachez que je ne suis pas, comme j'ai dit tantôt, là, je ne suis pas du tout une personne dans le domaine du bois. J'aime bien travailler le bois chez moi, là, mais à part ça, je n'étais pas là-dedans. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris, mais c'était vraiment en m'entourant, en posant des questions, en montant un projet, en étant convaincant que finalement, on en est venu à avoir cette portée-là. Là. Comme je dis, là, on valorise le bois de la ville de Montréal, puis Longueuil, puis Boucherville, puis Lambert, puis on en est vraiment très fiers. L'autre question, c'était combien d'employés ont été créés? Actuellement, on est 2 personnes et demie. Donc, c'est ce que dans le développement d'une entreprise, c'est un peu toujours un peu le stop and go. Dans le fond, plus qu'on a besoin de générer des revenus pour être capable de faire des dépenses, évidemment, l'employé, mais l'employé est là, c'est important pour justement continuer la progression de l'entreprise. Donc, actuellement, on est 2,5 personnes. Puis bientôt, bien, on espère avoir notre premier pas de premier point de vente, parce qu'actuellement, on vend directement en ligne nos produits, mais une salle de monde, si on veut, un bureau où est-ce que les gens vont pouvoir venir voir plus concrètement ce que l'on fait, puis nos produits. Merci. Merci pour le merci et bravo, très inspirant. Mais Olga, moi, j'aimerais ça t'entendre parler du BIEC, si tu veux, parce que vraiment, pour vrai, moi, c'est vraiment un beau financement. J'ai oublié de mentionner aussi que je suis en début aussi, je suis sur le conseil d'administration aussi du Réseau d'investissement social du Québec, le RISC, là, pour ceux qui connaissent ça aussi. Puis le RISC, il y a aussi une aide financière en aide technique. Donc, ils peuvent vous prêter là, sans garantie là, de l'argent pour évaluer, faire des études de faisabilité.
Donc, c'est plein d'éléments comme ça qui peuvent vraiment, avec le BIEC aussi, donc d'aller chercher des fonds, la Caisse populaire, le CVBU, lui, est parti avec le risque qu'il s'est fait aider, avant que je sois sur le conseil d'administration, bien entendu. Et la Caisse populaire qui m'a prêté un peu d'argent, qui m'a donné de l'argent pour faire mon étude que je vous expliquais tantôt. Puis c'est vraiment ça que ça a parti. Avec cette étude-là, j'ai réussi à donner des chiffres, de montrer un scénario. Puis avec ce scénario-là, j'ai pu présenter un autre projet. Puis c'est à ce moment-là que c'est en passant de l'idée à l'action qu'on a pu, que l'on a pu faire le projet que l'on a présentement. Là. Donc, vraiment, il faut documenter, puis après ça, arriver à des réalisations pour démontrer, pour que ça continue. Oui, donc c'est vraiment, comme Patrick l'a dit, c'est vraiment, je pense que comme tout démarrage d'entreprise, là, c'est vraiment un processus, mais il y a vraiment beaucoup, surtout pour l'économie sociale, il y a beaucoup d'outils, de programmes, de ressources vraiment spécifiques à l'économie sociale, puis pour partir son projet d'entrepreneuriat collectif. Puis les BIEC que Patrick mentionnait, en fait, c'est les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif qui sont en cours maintenant même. Donc, l'appel à projet se poursuit jusqu'au 1er décembre. Et dans l'agglomération de Longueuil, c'est 200 000 qui sont disponibles pour les entreprises d'économie sociale. C'est 100 000 en pré-démarrage et en démarrage. Donc, tous les projets, là, dès que vous avez un embryon de projet ou une initiative qui commence et que vous voudriez faire financer, là, c'est possible. Sinon, le reste, l'autre 100 000, c'est pour des entreprises un peu plus établies qui ont des nouveaux projets, peut-être en économie sociale. Donc, ça peut même être une entreprise là, qui n'est pas de l'économie sociale, mais qui a un projet d'économie sociale, comme on appelle. Donc, c'est vraiment tout projet qui va fonctionner selon les façons de faire de l'économie sociale et puis avoir une mission au service du bien-être d'une collectivité ou quelque chose qui vraiment aide la communauté. Donc, on a ça. Sinon, aussi, on a au pôle d'économie sociale, on offre des parcours d'incubation. Donc, si vous avez une idée d'entreprise collective ou une idée d'un projet que vous voudriez mettre en place, on a une coordonnatrice en fait, qui a développé un parcours pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de ça. Donc, c'est penser à c'est quoi les publics, comment les rejoindre, comment mettre en valeur votre produit et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de programmes là, qui existent, autant financiers qu'en soutien pour l'entrepreneuriat, puis pour savoir comment développer votre entreprise là, pour le développement de vos affaires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de projets, en fait, qui sont mises en place. Patrick, il a mis son courriel dans le chat si jamais vous voulez le contacter. Moi, je vous invite en fait à nous écrire vos courriels. Là. On pourra garder en contact si jamais vous êtes intéressé à recevoir l'infolettre du pôle. Rester en fait à l'affût de tous les événements qui se passent, tous les projets comme Sismic. C'est en cours en ce moment, mais il va y avoir d'autres appels à projets, si on peut dire, à l'été. Il y a vraiment un long parcours pendant tout l'été là, avec plusieurs ateliers de développement des affaires. Donc, si vous voulez rester à l'affût de ça, je vous invite à nous écrire votre courriel dans le chat. On pourra vous garder dans nos contacts. Voilà. Sinon, s'il y a pas plus de questions. Oui. Mais j'ai peut-être une petite conclusion, moi, que je voulais peut-être faire. En fait, aussi, là, si les gens, j'avais aussi mon courriel pour si vous avez des questions par rapport à la présentation ou si vous voulez me parler plus directement d'autres choses ou de votre projet, ça va vraiment me faire plaisir. Puis justement, si vous êtes des étudiants qui cherchaient un stage, là, en tout cas, puis que ça vous a allumé au printemps prochain, donc après les cours, après les sessions, on compte offrir un stage, justement. Donc, si c'est quelque chose qui vous a allumé et que vous aimeriez travailler avec nous, bien, on va avoir certainement un stage qui va s'ouvrir après la session collégiale. Puis, je voulais simplement dire aussi en terminant, parce que c'est aussi la force de l'économie sociale, c'est aussi d'aller, puis ça, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont fait, c'est d'aller de défricher finalement des territoires où est-ce que les gens ne croient pas. Là, je vous ai montré un peu ce que l'on a fait, mais par le passé, là, il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale dans différentes sphères d'activité qui sont
qui existent justement pour arriver à une mission sociale. Je fais juste penser au CPE, là, le réseau des CPE qui maintenant, on parle beaucoup de politique puis d'introduire le volet CPE au travers le Canada. Donc, ça, c'est un exemple extrêmement extraordinaire d'économie sociale vous voyez, qui se développe. Il y en a dans tous les secteurs d'activité. L'aide à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, alors que personne ne veut vraiment aller là. Il y a des entreprises en aide domestique, il y a des entreprises qui aident à la réinsertion socio-professionnelle. Donc, des entreprises d'économie sociale, il y en a vraiment dans toutes les sphères d'activité, aussi dans le culturel et tout. Donc, peu importe vos intérêts, ça vous intéresse moins le CVBU puis ce que l'on fait, mais vous pouvez aller justement sur le site du pôle parce qu'il y a plein d'entreprises d'économie sociale qui font un peu ce que le CVBU fait chaque jour, puis qui pourraient vraiment vous intéresser, vous inspirer. Puis voilà, donc en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de notre projet. Puis si vous avez des questions, bien, ça va vraiment faire plaisir d'en parler plus longuement avec vous.